Tout le monde essaye de faire de l'argent sur le dos du cadeau gratuit. Partie 2 de 4 de l'histoire d'Internet. Bienvenue dans Mémoire vive. Dans la première partie, on a vu comment ARPANET est né de la volonté de vouloir faire communiquer des ordinateurs ensemble en envoyant l'information en paquet sans être obligé d'emprunter un chemin unique. On a aussi vu comment divers réseaux se sont unifiés pour créer Internet et on a vu que le CERN et Tim Berners-Lee ont décidé de donner le World Wide Web en cadeau gratuit à l'humanité. Le problème, c'est que l'infrastructure est là, gratuite, mais c'est trop conceptuel, c'est pas assez concret. Pour le grand public, Internet, c'est difficile d'accès et c'est très peu attrayant. Le premier pas dans la bonne direction se passe à l'Université de l'Illinois, où un étudiant nommé Mark Andreessen développe Mosaic, qui deviendra rapidement Netscape, le premier navigateur web grand public. Grâce à Netscape, on peut enfin afficher des images et du texte sur la même page et d'explorer le web en un seul clic. Tout d'un coup, Internet devient visuel, interactif et profondément excitant pour le commun des mortels. C'est le début de l'époque qu'on va appeler plus tard le Web 1.0. C'est une période de pionniers, de connexions lentes, de bruit de modem 56K et de portails comme AOL, America Online, Yahoo, Lycos, Sympatico. Personne ne sait exactement quoi faire avec ça, mais tout le monde a son idée. Une pléthore de sites web apparaissent du jour au lendemain. Des sites avec un thème particulier, entretenus par des passionnés, des pages personnelles remplies de photos et de poèmes, des romans, des sites informatifs faits à la main, des cartes de fête numériques, tout y passe. Il suffit de chercher un peu. Pour être capable de trouver ces sites-là, plusieurs moteurs de recherche se font compétition. AltaVista, Metacrawler, Ask Jeeves, et au milieu du bourdonnement, en 1998, deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, lancent le leur, basé sur un algorithme révolutionnaire qui classe les pages selon leur popularité. Ils l'appellent Google. En parallèle à tout ça, des parfaits inconnus commencent à bâtir des empires à partir de rien. Jeff Bezos transforme un garage en une librairie en ligne qu'il va appeler Amazon, tandis que Pierre Omidyar va créer eBay en vendant un pointeur laser cassé afin de tester son site d'enchères. Très vite, l'excitation se transforme en folie financière. Wall Street et la Silicon Valley perdent la tête. C'est la dot-com bubble. Des investisseurs injectent des millions de dollars dans n'importe quelle start-up en autant que son nom finisse par .com, même si l'entreprise n'a aucun modèle économique, aucun vrai produit à vendre, ni le moindre profit. Les valorisations boursières s'envolent vers des sommets ridicules. Tout le monde veut un morceau d'Internet, même si personne ne sait exactement quoi faire avec. Pour paraphraser South Park, étape 1, acheter un .com, étape 2, on ne sait pas, étape 3, des profits. Et pendant que tout Wall Street essaie de faire de l'argent, à l'autre côté du spectre, on a quelqu'un qui veut que tout le monde ait tout gratuitement. En 1999, un jeune adulte de 18 ans, Sean Fanning, lance Napster. Le logiciel de partage de fichiers en peer-to-peer, de personne à personne, permet aux internautes du monde entier de s'échanger de la musique en MP3 directement d'un ordinateur à un autre. C'est la naissance du piratage de masse. L'industrie du disque panique, poursuit le service en justice et réussit à le faire fermer. Mais le message est lancé, Internet a cassé pour toujours les circuits de distribution habituels et a mis au monde une culture du partage instantané et décomplexé. Il y aura d'ailleurs plusieurs clones de Napster, comme Kazaa, Morpheus, LimeWire et Navigator. Le point de bascule arrive au printemps 2000. La réalité finit par frapper à la porte de la bourse et les investisseurs se rendent compte que la plupart des startups magiques c'est que des coquilles vides. La bulle Internet s'effondre et un crash boursier s'ensuit. En quelques mois, le Nasdaq s'effondre, des centaines d'entreprises font faillite et des milliards de dollars disparaissent dans la brume. Pendant ce temps-là, le grand public et les médias rient dans leur barbe, convaincus qu'Internet, c'était finalement juste une folie passagère qui vient de s'éteindre. Mais malgré les ruines, on a quand même déployé des infrastructures, on a posé de la fibre optique et les géants qui ont survécu au crash, comme Amazon ou Google, se préparent à reconstruire le web, un web complètement différent. Le Web 1.0 est peut-être fini, mais une ère beaucoup plus connectée, collective et centralisée se prépare. Le web est mort, vive le web. Fin de la deuxième partie. La semaine prochaine, YouTube, Facebook et iPhone. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et si vous désirez m'encourager, je vous propose de me payer un café via ma page Ko-fi en commentaire. Mon contenu est gratuit, mais votre participation volontaire est toujours fortement appréciée.